Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui 2 jours après cette défaite contre l'Atlético Madrid qui est toujours aussi difficile à digérer, le goût reste très amer et on espère que de bonnes prestations dans la suite de cette poule gommeront ce goût qui ressemble fortement à celui des éliminations au mois de mars. On se retrouve aujourd'hui pour terminer l'analyse en parlant du milieu de terrain et de l'attaque, les prestations individuelles mais aussi les axes de progression tactique collectif en matière de rythme, de déplacement, de coordination entre ces déplacements. Et on parlera aussi psychologie parce que ça a une grande part dans ce PSG. Et dès demain contre Angers, il y a un enjeu dans cette dimension-là. Le match d'après, déplacement donc à Angers demain soir, après la Ligue des Champions et avant une trêve internationale qui devrait faire du bien à tout le monde. Partir avec les sélections, ça n'a pas que des côtés négatifs, même si bien sûr on va espérer ne pas avoir de casse. En équipe de France, avec encore l'absence de Kylian Mbappé, normalement Dembélé devrait jouer les 2 matchs, comme c'était le cas lors du dernier rassemblement, alors que quand le capitaine Mbappé est là, eh bien Dembélé ne joue qu'un seul match. C'est un exemple parmi tant d'autres. On a aussi libéré Pacho un peu plus tôt, mais visiblement c'est plus pour des raisons personnelles parce que le match avec l'Équateur n'est pas programmé dans l'immédiat. Je crois qu'il joue que mercredi soir. Donc on ne sait pas trop pourquoi, mais il a été libéré. Et on va parler de tout ça bien sûr. Commençons par revenir sur cette semaine de Ligue des Champions avec, pour commencer quand même, un grand classique du PSG quand il y a une défaite européenne, à savoir calmer la plèbe en balançant des infos mercato dans les médias. Hier, on a eu bien sûr un papier dans le journal L'Équipe qui nous dit que Luis Campos, c'est vraiment Luis Campos qui négocierait avec le Sporting pour la pépite Kenda, dont on a parlé il y a une semaine dans une vidéo après le match contre Marseille. Et bien sûr, Victor Gyökeres. Alors lui, ça va être un petit peu notre Bruno Guimaraes de cet hiver, le joueur sur qui tout le monde fantasme qui est bien sûr absolument impossible à faire cet hiver, qui a une énorme concurrence avec des clubs anglais qui sont prêts à mettre de grosses sommes sur lui et qui au final, voilà, je mets une pièce sur le fait qu'il ne viendra jamais, mais ça va être un petit peu le fantasme sur les réseaux sociaux, alimenté donc par les médias qui sont eux-mêmes alimentés par le club. Ce qui est marrant, c'est que dans ces infos, on dit c'est Luis Campos qui négocie. Par exemple, après le match contre la Real Sociedad, alors c'était pas une défaite européenne, mais c'était l'annonce du départ d'Mbappé. Là, pareil, le club avait utilisé donc les médias, les pare-feux et tout ça, mais c'était plutôt Nasser. C'est vraiment Nasser veut construire. Rappelez-vous, c'était l'époque où on nous disait oh là là, cet été le PSG vont recruter un grand joueur par ligne. Voilà, ils veulent une star pour remplacer Mbappé. Au final, pipeau. Et donc là, c'est plus Nasser, c'est plutôt Luis Campos qui fait fuiter ça. J'ai trouvé ça drôle parce que de l'autre côté, on a des infos comme quoi Luis Enrique. Alors, des infos, oui et non, c'est juste Jamel qui a dit que voilà, l'état-major qatari commence un peu à surveiller ce qui se passe sur le terrain. Le match contre le Bayern sera important, mais voilà, Luis Enrique ne joue pas pour autant son avenir. Et surtout, je crois absolument pas à un départ de Luis Enrique. Parce que c'est Luis Enrique que ça se dit, cette saison, tout simplement parce qu'il vient de prolonger. Voilà, c'est fait. Par contre, il y en a un qui, je pense, a un peu plus chaud, c'est Luis Campos. Parce qu'il fait le mariole avec le club dans les négociations. On nous dit qu'il y a plein de points de désaccord et puis au final, ça pourrait être un fusible assez facile à sauter. Voilà, on a aussi eu Leonardo qui a fait un petit retour dans la presse française la semaine dernière. Je pense qu'il fait du lobbying en interne pour essayer de. Enfin, cette déclaration me laisse penser que oui, Leonardo aimerait revenir et doit faire du lobbying en interne pour ça. Bref. Donc c'est plutôt drôle d'assister comme d'habitude à toutes ces infos mercato qui viennent un petit peu biberonner les supporters pour qu'ils arrêtent de pleurer tels des nourrissons. Passons au foot, au terrain. Déjà au milieu de terrain, évidemment Vitinha, dans ce rôle de numéro 6 qui est ô combien important dans notre structure, dans ce 4-3-3. La première mi-temps est catastrophique. Voilà, il touche beaucoup de ballons, Vitinha, beaucoup plus que la saison dernière. Et il en bonifie aucun, pas de changement de rythme, très peu d'orientation, une incapacité aussi à le porter sur quelques mètres le ballon. Mais ça, c'est plus à imputer
à Warren, parce qu'on sait que c'est une qualité qu'il a et qu'il ne montre pas ces derniers temps. Après, en deuxième mi-temps, Vitinha, bon, on reprend un petit peu de poil de la bête. Voilà, il est un petit peu meilleur. Il se décale sur le côté droit, beaucoup plus vif. Après, il a une responsabilité sur le butin. Tomber dans la feinte comme ça, pied droit de Correa, bon, c'est un peu gros, même s'il paye aussi. On l'a expliqué hier, l'animation un petit peu collective et au-delà du manque de cadrage chez lui, l'alignement qui n'est pas bon du tout, Pacho qui est très loin, Nuno Mendes de Griezmann au début de l'action. Donc voilà. Néanmoins, Vitinha reste quand même un peu responsable. João Neves, donc qui a été la cible de Luis Enrique à plusieurs reprises sur le banc quand il décrochait trop. Voilà, ce qu'on peut reprocher à son match. Quand il faisait aussi trop de touches de balle avant de faire une passe qui finalement, est une passe facile. Donc là-dessus, on peut mettre à son crédit quelques interventions défensives, João Neves. Il a récupéré des ballons, il a été sur plusieurs séquences plutôt pas trop mal. Mais voilà, avec le ballon, il y a assez peu de combinaisons et cette lenteur qui est assez insupportable. Fabian Ruiz rentre à sa place. Alors, son entrée coïncide avec Nuno et Barcola qui jouent plus haut, qui jouent un peu mieux. Après, est-ce que c'est son entrée et pas plutôt, évidemment, le match qui commence à s'avancer, l'Atlético qui fatigue, les espaces qui s'ouvrent? Je pars plutôt sur cette deuxième hypothèse. Warren, faut dire qu'il met un beau but avec un très beau sang-froid. Voilà. Il y a de la grande classe dans ce geste en pleine surface, mais derrière, il n'y a pas grand-chose à sauver de son match. Il se perd complètement. Et donc, je disais, j'esquissais ça tout à l'heure en parlant de Vitinha. Mais Warren, c'était limite la qualité qui nous a sauté aux yeux le plus rapidement quand il est apparu avec les pros les premières fois. C'est je porte le ballon sur 20-30 mètres, je vais fixer un adversaire, je suis un petit peu un bulldozer ballon au pied. Et là, il le fait plus. Alors que le PSG manque cruellement de joueurs qui vont prendre le ballon, le faire progresser, gagner des mètres comme ça, pour aller créer de l'incertitude dans le bloc adverse, bien sûr, parce que quand tu as quelqu'un qui déboule, tu sais pas si tu dois sortir sur lui, si tu dois reculer, et au final, pour tes partenaires, ça fait des poches d'espace qui se libèrent. Nos défenseurs, alors eux, c'est puissance 10 000, ils le font pas, et nos milieux aussi. Donc c'est problématique ça du côté de Warren, il faut absolument qu'il retrouve cette capacité-là. Voilà. Colomani le remplace et j'aimerais signaler la bonne entrée de Randall. C'était pas dit, donc il est en tant que numéro 9 et il fait de bonnes déviations, un bon contrôle à un moment donné. Sur l'occasion, d'Hakimi, la frappe sur Oblak où il doit la passer, il fait un bon appel contre appel où du coup il se retrouve en retrait. Alors le ballon évidemment ne doit pas aller dans ses pieds, mais plutôt Fabian ou Barcola. Mais l'appel en retrait est plutôt intelligent. Bon, c'est une entrée qui a été plutôt bonne à l'échelle de Randall. C'est bien. Voilà, il faut le dire. Alors, passons à l'attaque. Avec déjà quelque chose qui pour moi doit absolument être souligné parce que les débats, les analyses s'orientent sur le manque d'efficacité qui est réel, mais je pense qu'il faut dépasser tous ces poncifs dans le sens où le volume d'occasions créées n'est pas dingue. Sur le match de mercredi soir, faut savoir qu'en termes d'expected goals, une occasion franche, c'est à partir de 0,25. 0,25, voire 0,3. Donc, si tu appliques cette fourchette-là au match de mercredi soir, tu as 3 occasions franches. La frappe, donc, d'Hakimi, bien sûr. Le but, qui est l'action qui a le plus d'XG sur la partie, mais c'est normal, Warren est très proche du but, il est tout seul avec le gardien. Et la tête de Marquinhos. La tête de Marquinhos qui a 0,22. Donc, voilà, c'est limite pas dans le modèle en fait d'une occasion franche, mais je la compte quand même comme une occasion franche. C'est peu en matière de création, et donc ça pose de vraies questions d'animation plus que de finition. D'abord, le manque de rythme à la relance chez nos défenseurs qui touchent beaucoup trop le ballon, qui prennent des passes faciles, les orientations de la part des milieux qui arrivent beaucoup trop tard.
Le but dans ce schéma, c'est d'aller chercher les côtés. Mais à chaque fois, on fait la touche de trop et on les trouve trop tard, ce qui fait que l'adversaire a le temps de mettre de la supériorité numérique dans son couloir et t'as Dembélé et Hakimi qui se retrouvent en 2 contre 3, bien évidemment. Alors à droite, Vitinha a essayé d'aider le duo Dembélé-Hakimi. Mais alors à gauche, Barcola, et on va revenir sur ce côté qui est absolument famélique et où Luis Enrique ne trouve pas de solution. Ça devient inquiétant. Barcola a vraiment été tout seul. Aucune possibilité de combinaison, de dédoublement. À chaque fois, comme on fait la passe trop tard, il reçoit le ballon arrêté, alors que évidemment, un Barcola en mouvement est beaucoup plus dévastateur qu'un Barcola arrêté, parce qu'en plus, individuellement, il commence à devenir un peu facile à prédire et à défendre. On utilise beaucoup moins l'axe aussi. Bon, ça c'est facile. C'est vrai qu'on est passé exclusivement sur les côtés, assez peu d'appels axiaux, comme João Neves a pu les faire contre Marseille, assez peu de présence entre les lignes. Et là-dessus, j'ai une suggestion, et franchement, je maintiens en fait. Vitinha, je pense, est le milieu qui a la meilleure intelligence de déplacement. Et donc, le mettre relayeur, plus haut, et lui dire « déplace-toi entre les lignes, reçois le ballon, machin, oriente », je pense que ça pourrait être un début de solution. En inversant avec João Neves, du coup, qui se retrouverait numéro 6. João Neves me semble quand même un peu meilleur que Vitinha dans les duels, déjà aussi ces derniers temps, je parle, parce que Vitinha est vraiment à la rue au duel, alors que João Neves, comme j'ai dit, a certaines récupérations pour lui. Et puis, le poste de 6, c'est une zone où João Neves a beaucoup plus de repères, hérité de sa saison passée à Benfica, qu'il a fait dans ce registre-là. Donc, c'est vrai que dans l'axe, il faut absolument essayer de remettre du rythme, entre les lignes, se balader beaucoup plus. Et puis alors, il y a un truc qui est absolument insupportable dans ce PSG, c'est que tant que le ballon n'est pas touché par Dembélé ou Hakimi le long de la ligne de touche, personne ne va faire d'appel en profondeur. Mais même avant de prendre la profondeur, en fait, se déplacer pour créer de l'incertitude chez l'adversaire ou au moins ne pas foncer sur le ballon. C'est-à-dire que tu as un joueur qui reçoit le ballon, un Parisien, ok ? Tous les autres vont courir vers lui comme des abrutis. Comme si le but du football, c'était d'être tous autour du ballon. Voilà, de prendre le ballon, de se mettre tous les 11 autour et de foncer jusqu'au but, tous à côté. Il n'y en a aucun qui fait un appel pas en direction du ballon et du porteur pour, par exemple, emmener un adversaire plus loin du ballon. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que là, tout le monde se rue sur le ballon et du coup, les adversaires viennent, n'ont personne à surveiller dans leur dos, recroquevillent. Surtout qu'en plus, notre but est d'aller sur les côtés où les espaces sont restreints par essence, dès le début. Et l'adversaire va venir sur toi, va te bloquer encore plus. Et, bien sûr, récupérer le ballon. Donc, beaucoup plus de mouvements autres que je fonce sur le porteur, je me rapproche du ballon, ce serait pas mal. Parce que voilà, ça permettrait chez les adversaires d'avoir de l'incertitude. Parce que là, voilà, ils peuvent foncer sur le porteur. Il n'y a rien qui se passe dans leur dos. Ils sont tranquilles. Ils peuvent défendre très facilement. Tu peux faire décrocher quelqu'un. Mais tu en as un autre derrière qui va prendre la place initiale de celui qui décroche. Ou aller en profondeur et tout ça. Pour créer de l'incertitude chez le joueur qui va suivre le décrochage. Imaginons un Dembélé qui décroche. Donc son latéral qui va vouloir le suivre. Mais si tu as Warren qui fait un appel justement derrière le latéral, il va se dire est-ce que je reste, est-ce que je suis Dembélé ? Forcément, il va freiner sa course. Et pour le porteur, du coup, ça laissera plus de temps. Pour Dembélé, s'il reçoit le ballon aussi, pour se retourner, puisqu'il aura son vis-à-vis un peu plus loin de lui. Donc voilà, tout ça sont des enjeux qui sont absolument primordiaux. Voilà, la pression sur le porteur n'est même pas amenée par l'adversaire, mais par ses partenaires qui foncent comme des gogoles sur le ballon. Ensuite, j'aimerais m'arrêter sur les centres. Évidemment, offensivement, comment ne pas parler de ces centres qu'on a multipliés mercredi à destination de
personne. Et ça m'a rappelé le match contre Dortmund, le retour au parc, avec tous les centres d'Hakimi, Dembélé, pour personne déjà à ce moment-là. Rappelez-vous ce match. D'ailleurs, il y avait Ramos qui était titulaire et qui nous avait montré qu'il n'est pas la solution miracle, magique à tous nos problèmes. Parce que sur les centres contre Dortmund, ses déplacements étaient très lents. Les défenseurs étaient toujours sur le ballon avant lui. Et en plus, ils n'étaient pas coordonnés. La plupart du temps, il faisait les mêmes appels qu'Mbappé. Il attaquait pas le premier poteau pour libérer de l'espace au point de pénalty. Donc voilà, là-dessus, j'ai assez peu confiance en Ramos qui est assez lent. Même si bien sûr, voilà, dans la surface, il a aussi une science du déplacement bien plus développée que tous nos autres numéros 9 dans l'effectif. Pas dur, j'ai envie de dire. Donc voilà, pour revenir sur les centres, mercredi soir, bon déjà techniquement, du fait du porteur, Hakimi et Dembélé, il y a des loupés. Mais, si tu te loupes, c'est peut-être parce que quand tu lèves la tête, tu vois rien en fait. Des cafouillages, des déplacements qui sont pas du tout coordonnés. Déjà, la base des bases, il y a très peu de mouvement. Quand ça déborde et qu'on est en position de centre, dans la surface, les autres se bougent pas. Et à chaque fois, arrivent trop tard. Nuno Mendes, par exemple, attaque du deuxième poteau. Barcola, idem. Les milieux de terrain pour aller attaquer le point de pénalty. Et surtout, voilà, les déplacements ne sont pas coordonnés, quoi. Alors, t'en as deux qui vont aller au point de pénalty. Il y a personne qui va attaquer le premier poteau, ce qui fait que le centre va être coupé directement, puisque le premier défenseur qui est sur le chemin du ballon n'a aucune incertitude. Encore une fois, créer de l'incertitude chez l'adversaire. Si tu as quelqu'un qui va premier poteau à chaque centre, bien sûr que le défenseur, il saura pas trop quoi faire s'il a quelqu'un sur son dos. Tu vois, il y aura le risque de péno ou un truc comme ça. Mais là non, il est tout seul, il fait ce qu'il veut. Donc il peut même contrôler et ensuite relancer très proprement. Donc très peu de variété aussi, bien sûr, dans les appels. C'est compliqué. Ça, il va falloir y travailler. Bon, Dembélé fait un bon match. Dembélé, c'est vrai qu'il se démène un petit peu. Il prend clairement l'ascendant sur Galán. Mais comme Hakimi, c'est deux joueurs qui perdent leur lucidité au fil du match en fait. Et ils sont morts. Dembélé est obligé de sortir parce qu'il met pas un pied devant l'autre. Barcola. Alors, Barcola, on va s'arrêter longuement parce que, encore une fois, sa démarche nonchalante et le flegme qu'il dégage, là, la pièce est tombée du mauvais côté parce qu'il a tout loupé et du coup, l'impression visuelle, en fait, renforce l'analyse de son match qui est déjà assez négative. J'ai parlé du contexte collectif tout à l'heure, mais Barcola doit absolument travailler avec le staff technique pour faire autre chose que sa feinte en mettant son pied droit vers l'intérieur pour ensuite repartir vers l'extérieur et déborder. Ce geste, c'est vu revu, les adversaires le connaissent par cœur. Il fait à chaque fois la même chose. Il faudrait par exemple plus de courses intérieures ou de courses derrière la ligne pour être lancé en profondeur. Défensivement, je trouve pas que ce soit un de ses meilleurs matchs aussi, Barcola, mercredi soir. Et après l'heure de jeu, bien sûr, il se reprend. Avec Jan Oblak qui fait pas mal d'arrêts. Alors, maintenant le contexte collectif. Rien n'est fait pour le mettre dans de bonnes dispositions. Et cette exclusivité du côté droit dans nos circuits, je la trouve gênante, ou du moins beaucoup plus que l'année dernière. L'année dernière, notre attaquant gauche ou numéro 9, c'était Mbappé. Mais Mbappé, il jouait pas côté droit. Et donc, c'était logique de construire tes actions sur le côté droit, avec le fameux schéma de combinaison en triangle, et ensuite, tu vas faire un centre en retrait. On a marqué plein de buts en début de saison dernière comme ça. Donc tu construis sur le côté droit, tu fais ton petit centre en retrait au point de pénalty, parce que ça permet à Mbappé de débouler, d'être sur son pied fort, le pied droit. Voilà. Alors que si tu construis tes actions côté gauche, peut-être qu'Mbappé sera à la base, mais à la finition, ce sera plus compliqué. Les positions de frappe seront beaucoup moins naturelles pour lui. Donc l'année dernière, je comprenais cette exclusivité du côté droit. Là, en fait, Mbappé n'est plus là. Et il n'y a pas d'équivalent Mbappé en matière de finition dans l'effectif. Je ne vois pas pourquoi on fait une fixette sur ce côté droit pour avoir la finition de Barcola au final. Tu vois, même si, bien sûr, ça reste, je pense, le meilleur de l'attaque. Et surtout, l'année dernière, il y avait quelque chose
plus global. En fait, on jouait côté droit avec Hakimi et Dembélé parce que à droite, on avait Marquinhos, qui est plutôt rapide, qui peut défendre les grands espaces. Hakimi aussi, qui peut revenir. Alors qu'à gauche, bon, déjà, on avait un central gauche qui était très limité, Skriniar en première partie de saison, Beraldo en deuxième, donc c'est un peu plus compliqué de mettre ton pôle de créativité à gauche parce que sur les pertes de balles et les potentielles contre-attaques, c'est difficile pour toi. À droite, même au milieu, Warren est beaucoup plus tanké que Fabian Ruiz pour faire du contre-pressing. Donc voilà, dans cette hypothèse où tu perds le ballon, c'était plus logique de jouer à droite l'année dernière. Même au poste de latéral gauche, tu avais Nuno Mendes qui revenait de blessure, tu n'allais pas lui demander de jouer très très haut, ça se comprenait à ce moment-là de donner à Nuno Mendes un rôle défensif. Et Lucas Hernandez, pareil, sur les contre-attaques, peinait vraiment sur les grands espaces. Donc, c'était logique. Mais là, t'as pas de show. Là, t'as pas de show qui est très bon. En matière de contre-pressing, il t'aide. T'as même João Neves qui est relayeur gauche. Et Nuno Mendes qui est dans un rôle défensif. Donc, pour défendre les contre-attaques, sur ce côté gauche, on est bien plus armé. Voilà. Donc ça, c'est encore un argument pour essayer d'équilibrer, en fait. Parce que ce qui est super frustrant, c'est que pendant une heure, on va être 100% à droite. Et ensuite, quand l'équipe est dos au mur, commence à mettre du rythme et où les orientations sont faites beaucoup plus rapidement, bah forcément, Barcola, il reçoit le ballon dans de meilleures dispositions. Et donc, il se montre plus. L'adversaire se fatigue, les espaces s'ouvrent, donc il en profite aussi. Mais de l'autre côté, à droite, en fait, les deux ne suivent plus, parce qu'ils sont fatigués. Hakimi et Dembélé, ils ont cavalé pendant une heure, et au final, t'as soit tout ton côté droit, soit tout ton côté gauche exclusivement. Donc c'est un peu d'équilibre, ce serait pas mal. Voilà, essayer de placer le curseur au bon endroit. Asensio est très très mauvais. Mais vraiment, le nombre de fois, quand je parlais d'espace entre les lignes, tout à l'heure, Asensio aurait pu décrocher et les occuper, recevoir le ballon, mais il ne l'a jamais fait. Mais vraiment jamais. Et puis surtout, à la finition, mais en fait, c'est limite un de nos pires attaquants, Asensio. Il sous-performe complètement ses expected goals, et il loupe des occasions qui sont assez dingues. Enfin, celle en début de deuxième mi-temps avec le centre en retrait de Barcola, où il tire à peine, où il s'en mêle les pinceaux, quoi, alors qu'il est sur son pied gauche, c'est assez lunaire. Il massacre complètement l'occasion. Lee Kang-in, qui rentre donc à la place d'Asensio, a pour lui d'être plus dynamique. Bon, c'est peut-être pas ce qui rentre, mais aussi de prendre des frappes. C'est vrai que Lee Kang-in frappe plus et donc ça crée du danger. Il prend celle que Oblak repousse mal et qui finit dans les pieds de Hakimi qui essaye de la donner à Nuno en toute fin de match, rappelez-vous. Donc voilà, c'est vrai que tout ça sont de vrais enjeux pour le PSG qui va donc retrouver la Ligue 1 demain soir avec ce déplacement à Angers qui, attention, revient bien et performe bien contre les gros. Il reste notamment sur une victoire contre Monaco la semaine dernière. Et nous, j'ai envie de dire, en Ligue 1, et il faut retrouver ce réalisme en fait. Avant le match contre le PSV, on disait le PSG est une équipe différente en Ligue des Champions qu'en Ligue 1. Mais au Classico, le nombre d'occasions que tu as massacré est hallucinant. Contre Lens, c'est un peu pareil. Brice Samba a beaucoup brillé et t'as manqué de réalisme. Donc, j'ai envie de dire que, finalement, on n'est plus si loin de la Ligue des Champions quand on est en Ligue 1, en fait, en matière de réalisme. Et attention à ne pas rentrer dans une spirale négative psychologiquement. Donc demain, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de loupé machin et qu'on va se reprendre un petit peu de confiance, réalisme absolument obligatoire parce qu'il ne faut pas emballer cette spirale négative et essayer d'en sortir. Voilà. Bref. Donc, comme j'ai dit, Pacho est autorisé à aller en Équateur, donc il ne sera pas là demain, il est forfait. Je pense que Pacho, on ne va pas le revoir avant le match contre le Bayern, parce que demain, il n'est pas là. Le prochain match, c'est le vendredi. On jouera le vendredi 22 à 21h contre Toulouse. Et lui, avec l'Équateur, il joue dans la nuit du mardi au mercredi à minuit. Donc en fait, à 2h du matin, le mercredi, il va terminer son match. Le temps qu'il revienne à Paris, il sera mercredi soir. Il va pouvoir peut-être s'entraîner au campus jeudi, et puis ensuite ce sera le match, mais ce sera quand même, ce sera un peu juste, ou du moins ce serait une prise de risque que de le mettre sur le terrain contre Toulouse. Je crois qu'en plus Marquinhos est dans le même cas. Marquinhos joue pareil dans la nuit, même un peu plus tard dans la nuit. Donc voilà. Pour demain, quand je parlais
du manque d'appels à vide, d'appels qui ne s'orientent pas vers le porteur et le ballon, eh bien, je pense qu'il y a 2 joueurs sur le banc qui sont capables de faire ça. Il y en a un qui est capable aussi d'apporter ce que je reproche à Warren, à savoir porter le ballon sur des dizaines de mètres. Parce que ça, c'est vrai que c'est aussi un problème, hein. Aucun de nos milieux prend ses responsabilités, fait un dribble et puis ensuite emmène le ballon loin devant, va fixer la défense. Donc ça, pareil. Bah, en fait, ces 2 joueurs, ce sont donc Désiré Doué d'abord, Désiré Doué que je sens capable au milieu de porter le ballon, ça j'en suis certain. Après sur les déplacements, peut-être un peu moins. Par contre, il y en a un dont je suis persuadé de la qualité des déplacements, c'est Céline Mayoulou en fait. Mayoulou, voilà, tous les appels en profondeur contre Strasbourg, machin, c'était super. Et demain, je suis désolé, je demande à voir Mayoulou et ou Doué. Les 2 en même temps si possible. Voilà. Donc en défense, Beraldo va peut-être avoir sa chance. Nuno Mendes, je le retitularise. Beraldo, Marquinhos, voilà. À droite, allez, on va faire souffler Hakimi. On va mettre Warren comme d'habitude. Peut-être revoir Yoram Zagué qui, je crois, a à peine 70 minutes de temps de jeu sur la saison, alors qu'il était présent à la préparation. On va voir si Safonov est titulaire. Donc au milieu, João Neves numéro 6, Mayoulou relayeur gauche et relayeur droit, soit Vitinha pour tester Vitinha relayeur, soit Doué du coup. Voilà. Ou alors on peut inverser Vitinha et Mayoulou, Vitinha relayeur gauche et Mayoulou relayeur droit. Et en attaque, Barcola ailier gauche, oui. Colomani en pointe, on va lui donner quand même une titularisation à un moment donné. Et puis je mettrai Likanguin à droite. Il peut interchanger avec Colomani, mais le truc c'est que Dembélé, comme il va jouer en équipe de France, mettons-le au repos, il était vraiment très fatigué mercredi. Donc voilà le 11 que j'alignerai demain contre Angers. Et bien sûr, on se retrouve au coup de sifflet final pour le fameux débrief. Les amis, prenez soin de vous, allez Paris avant tout, et du coup on se dit à demain. C'était une belle semaine, là. On a fait une vidéo par jour depuis lundi, voilà, lundi, samedi. Dimanche, il n'y aura peut-être pas de vidéo, mais par contre lundi prochain, il y en aura une, et après pour la trêve, on va se calmer. Voilà. Allez, je vous embrasse, et on se dit à demain pour cette nouvelle journée de Ligue 1. Ciao les amis.